Donc, je vais démarrer cette journée en parlant de Sténon, l'homme et son époque. Ah, si, ça marche. Voilà. Donc, excusez-moi. Le premier point sur lequel on peut revenir, c'est que pour nous, le fait que l'histoire de la Terre soit enregistrée par les roches qu'on observe à la surface en profondeur est une évidence. Mais évidemment, cela n'a pas toujours été le cas. Et la question, c'est comment et qu'est-ce qui a conduit à le faire. Et c'est là que Sténon a joué un grand rôle. Même si, et là Gaston, cet après-midi, il nous le rappellera, ce n'est pas le génie isolé qui domine une morne pleine de sa seule stature. Évidemment, il a eu ce qu'on pourrait appeler, non pas des précurseurs, parce que c'est une notion qui tend à être rejetée aujourd'hui, mais il y avait d'autres naturalistes qui ont évidemment réfléchi sur les problèmes qui sont posés. L'originalité de Sténon, ça a été avant tout d'en faire une synthèse aussi brève que majestueuse, hein, dans le prodrome. Donc, Sténon, qui était-ce? Ben, c'était un anatomiste. Alors, Philippe nous dira cet après-midi pourquoi son regard d'anatomiste a été extrêmement précieux pour l'examen des productions terrestres. Alors, il était au service du grand-duc de Toscane, et le facteur déclenchant, ça a été qu'un jour, un grand squale a été pêché, qui s'est échoué à côté de Livourne, et le grand-duc a demandé à Sténon de faire la dissection de la tête. C'est ce qu'on a vu, voilà, la tête fameuse, caractérisée en particulier par ses dents. Alors là, pour ceux qui n'ont jamais vu de dents, j'en ai apporté une, si vous voulez voir. Vous connaissez tous. Bon, effectivement, ça va être quoi frapper l'imagination. Ces dents étaient trouvées en abondance, en particulier à Malte, et on leur prêtait des vertus miraculeuses, ce qui a fait que l'intérêt de Sténon a été d'autant plus éveillé que c'était quelque chose qui était bien connu. Et alors, Sténon a d'abord publié un court texte sur ces pierres figurées qu'on appelait des glossopètres, hein, des roches en forme de, de dents, de langue, et dans un, dans un court texte qui s'appelait Échantillon d'éléments de myologie ou description géométrique du muscle auquel s'ajoute dissection de la tête d'un chien de mer et dissection d'un poisson du genre des chiens de mer. Alors, ça a été le fondement des réflexions de Sténon qui, qui ont culminé dans un court texte qui s'appelle le prodrome de la dissertation sur un solide naturellement contenu à l'intérieur de solide en 1669. Un court texte de 77 pages qui, paradoxalement, a marqué le terme de la carrière scientifique de Sténon. Ce prodrome, alors aussi à gauche, Sténon, on ne voit pas très bien, tel qu'il est représenté dans une peinture d'époque. Et voilà le fameux prodrome, publié donc à Florence en 1669, dédié évidemment au protecteur de Sténon, le grand-duc. Alors, ce titre un peu énigmatique, de prodrome de dissertation sur un solide naturellement contenu à un tiers de solide, c'est le titre qui donne à sa démonstration de deux choses importantes. Un, l'origine organique de ce qu'on appelle aujourd'hui les fossiles, et deux, de la nature de sédiments, c'est-à-dire de dépôts de ce que Sténon lui-même appelait des strates sédimentaires. Hein. C'est Sténon qui a créé ces deux termes. Donc, sur ce fondement, eh bien, Sténon est allé beaucoup plus loin. Il a posé les principes de la stratigraphie et de la tectonique, deux nouvelles disciplines qui allaient jouer un rôle fondamental dans le déchiffrement des archives terrestres. Et au passage, il a, il a exposé les premières idées sérieuses sur ce qu'on appelle aujourd'hui la cristallographie. Le prodrome, en fait, comme l'indique son titre, c'est un court texte et ce devait être le prélude à un ouvrage, à un véritable traité que Sténon n'a jamais écrit. La, en dépit de sa brièveté, le prodrome n'avait jamais été traduit intégralement en français. Élie de Beaumont en avait traduit une bonne partie donc, au XIXe siècle. François-Hélène Berger, dans son histoire de la géologie, en a aussi publié des extraits assez larges. Et malgré tout, ça faisait partie, c'était une grande lacune. Alors pour la petite histoire, quand Jean Gaudin m'a alpagué pour me dire il faut que tu adhères au coffret Géo il y a 25 ans, à l'époque où je venais de publier mon livre sur l'âge du monde,
j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de cet éminent comité. Et j'avais dit au début, tout de suite, à Gaston et à Gabriel Gau, à Jean, excusez-moi, et à Gabriel Gau, il y a quelques ouvrages qui devraient être traduits en français. Il y avait le prodrome de Sténon, il y avait une des publications d'Arduino, et puis il y avait aussi un texte de Furchel sur les formations, plus deux, trois autres pour lesquels j'avais ressenti ce manque. Et puis, les choses, le temps passe. J'ai l'impression que c'était un propos en l'air qui n'avait pas été relevé. Et quelques temps après, Jean me dit, voilà la traduction du prodrome. Je dis, ah bon? Alors, il avait donné le texte à Geneviève Bouillet, que les anciens, pardon, que les anciens ont connu, et Geneviève Bouillet l'a traduit. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, on va essayer de publier. Donc, on avait pris contact. Les éditions de CNRS étaient partantes pour publier ce texte avec des commentaires de Jean et de moi. Et sur ces entrefaites, bon, il n'y avait plus que grosso modo à signer le contrat. Sur ces entrefaites, Madame Bouillet, malheureusement, est morte. Et Jean m'a dit, écoute, j'ai autre chose à faire, je passe à autre chose. Donc l'histoire était tombée à l'eau. Et il y a quelques années, je me suis dit, c'est quand même bête qu'on ait ce texte et qu'il ne soit toujours pas publié. Alors, ça m'embêtait un peu parce que moi, je ne suis pas du tout latiniste. Il m'était absolument impossible de juger de la fidélité du texte de Geneviève Bouillet. Et il se trouve que, via le coffre-géo, j'ai connu José Cagné-Turpin, ici présente, éminente traductrice de textes latins. Alors, hop, en particulier, j'ai apporté quelques-unes de ses œuvres. Le traité de Lucrèce de la nature, qui m'a fait tomber amoureux d'elle quand j'ai découvert il y a quelques années, plus Cicéron. Donc, José est une de nos éminentes traductrices. Et ça vaut le coup de raconter. Je l'ai connu via notre collègue Frédéric Leblay, un latiniste de Nantes, qui a publié récemment chez Vrin une traduction commentée du grand poème volcanologique latin Aetna. Et donc Frédéric était venu nous en parler. Après ça, j'étais en contact avec lui pour différentes autres raisons. Et le jour où il a soutenu son HDR, il a eu la gentillesse de m'inviter. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de José. Alors pour moi, c'était énigmatique parce que José, je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille, parce qu'il n'y a pas de E. À l'époque où j'avais découvert, je n'avais pas trouvé sa trace sur Internet. Alors là, du coup, je suis tombé dans ses bras. Je lui ai dit, Madame, vous avez devant vous un grand admirateur. Et puis, nous sommes liés d'amitié, ce qui fait que il y a 2-3 ans, j'ai dit à José, tiens, est-ce que tu pourrais regarder le texte de Geneviève Bouillet et dire si sa traduction est digne ou pas d'être publiée. Et là, José, c'est de Sténon qu'elle est tombée amoureuse, en quelque sorte. Elle a dit que le texte de Geneviève Bouillet était très bien, mais c'était pas... On va dire, on va pouvoir faire mieux. Et à ce moment-là, elle s'est attelée à la traduction qui est maintenant terminée. Et alors, j'ai profité des bonnes relations que j'ai avec les Belles Lettres pour leur proposer le projet et qui a été accepté avec enthousiasme. Et donc, dès que nous aurons terminé, le prodrome et les commentaires et annotations seront publiés par les Belles Lettres. Et j'ai recruté Philippe Grandchamp pour m'aider à boucler la chose. Donc voilà la petite histoire de cette traduction. Attends, je reprends le fil de mon récit. Et alors, à l'époque, je ne vais pas refaire toute l'histoire des fossiles et de ce qui va avec, juste rappeler que dans le cadre de l'éternité que les philosophes grecs privilégiaient pour le monde, ben, la notion même d'histoire n'avait pas de sens, puisque le monde était éternel, c'est toujours les mêmes choses qui se produisaient. La mer avançait et reculait. Et la raison, une des raisons fondamentales, c'était qu'aucun mouvement ne pouvait être spontané, un mouvement devait avoir une cause. Or, il n'y a pas de mouvement sans le temps, donc le mouvement et le temps sont nécessairement éternels. On ne peut pas dire que le mouvement a précédé le temps ou le temps a précédé le mouvement. Donc, on doit dire que des choses se produisent de toute éternité. Donc, Aristote, dans un passage célèbre, avait écrit ainsi donc, le ciel, pris dans sa totalité, n'a pas eu de naissance et ne peut périr, malgré ce qu'en disent certains philosophes, mais il est unique et éternel. Sa durée totale n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Au contraire, il contient et embrasse en lui-même l'infinité du temps. Et dans les météorologiques, il expliqua, si la mer abandonne certains endroits et en envahit d'autres,
il est évident que sur toute l'étendue de la Terre, ce ne sont pas toujours les mêmes endroits qui sont mers ou continents et que tout change avec le temps. Et cette récurrence infinie, elle est même beaucoup plus loin, parce que comme il expliquait dans plusieurs de ses ouvrages, ce n'est pas une fois ni deux, mais un nombre infini de fois, sachons-nous bien, que les mêmes opinions reviennent jusqu'à nous. Donc dans ce cadre-là, il n'y a rien de nouveau ne pouvait se produire. Alors la question des fossiles, comme on l'a dit, enfin, des glossopètres en l'occurrence, a été à l'origine de l'intérêt de Sténon pour ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences de la Terre. Donc, je vais me focaliser dans cette topo sur cet aspect des fossiles, sans parler de cristallographie et en mentionnant brièvement la stratigraphie et les tectoniques. Donc, la question des fossiles, évidemment, a été discutée depuis longtemps. Les anciens, naturellement, n'avaient pas manqué de relever la présence de pierres qui ressemblaient à des êtres vivants. Bon, on appelait ça par la suite des pierres figurées. Et dans le cadre de ces récurrences infinies, ça ne posait pas de très grandes difficultés de penser que effectivement c'était la mer qui avait avancé. En particulier, Xénophon décrit des numulites qu'on appelle aujourd'hui des numulites, et qui étaient la mer en avançant dépose ces êtres, ces organismes, et quand elle recule, pardon, ces organismes, à ce moment-là, deviennent visibles. Donc les fossiles se déposaient au fond de la mer au gré des avancées et des reculs dans un monde qui était éternel. Alors là, de ce point de vue-là, une grande rupture a été introduite avec par le christianisme, suivant lesquels, bon, je ne vais pas reprendre ici l'histoire des chronologies mosaïques, disons que ça suffit de dire que en interprétant les premiers livres de la Bible, la Genèse, eh bien, on arrivait, en récapitulant les générations écoulées depuis Adam et Ève, à estimer que la Terre avait grosso modo 6000 ans. Donc évidemment, les gens avaient bien compris que dans un cadre temporel aussi bref, évidemment, il ne pouvait pas y avoir d'évolution marquante et que la Terre telle qu'elle était aujourd'hui, ou à l'époque, n'était pas très différente de ce qu'elle était à la création. Donc à ce moment-là, la question de ces fossiles se posait. Comment avait-on pu accumuler autant de pierres figurées partout dans un délai aussi bref? Donc il y avait deux grandes explications. La première, c'était celle du déluge. On savait que la mer avait tout envahi. Et évidemment, le déluge avait déposé donc, des fossiles jusqu'au sommet des plus hautes montagnes. Ou alors, une autre explication qui était dans un sens plus raisonnable, était de dire que ces pierres figurées, en fait, étaient des contrefaçons minérales des véritables êtres vivants. Et d'autre part, il y avait certaines analogies, en particulier quand on regarde des ammonites, de belles ammonites qui ont été euh, comment dire, imprégnées de sulfure, eh bien, on notait des parentés avec les véritables sulfures qu'on trouvait dans les mines, et les mineurs savaient que ces cristaux poussaient, s'accroissaient, et donc ce n'était pas complètement idiot de penser que de la même façon, on avait des germes qui se développaient et qui imitaient ces pierres. Alors d'autre part, il y avait aussi, en termes de vestiges que l'on observait, ce qu'on appelle aujourd'hui des fossiles faciles et des fossiles difficiles. Les fossiles faciles étaient ceux qui, de toute évidence, ressemblaient étrangement aux êtres vivants qu'on connaissait. Et il y en avait d'autres. Ici, j'ai représenté les bélémnites. On voyait bien que c'était des productions tout à fait inhabituelles, mais on ne connaissait pas d'équivalent vivant de ces choses. Alors, la question du déluge, que j'ai mentionné, à ma connaissance, elle a été pour la première fois envisagée par l'historien ecclésiastique Eusèbe de Césarée au IVe siècle, quand il a relevé que des poissons, des restes de poissons trouvés au sommet du mont Liban étaient bien la preuve que le déluge avait existé. Alors la thèse a connu un succès certain, surtout au début du XVIIIe siècle, mais elle n'était pas du tout exempte de difficultés, comme on vient de le voir. Donc la solution des jeux de la nature, des lusis naturae, comme on disait, était une solution élégante à ce problème de temps. Donc, bon, ça c'est ce que je viens de dire. Donc, cette origine organique des pierres figurées, cela dit, est devenue plus facile à imaginer quand peu à peu on s'est rendu compte que les chronologies mosaïques étaient beaucoup trop courtes et qu'il fallait dilater les échelles de temps.
en introduisant ce facteur de temps, il était possible à ce moment-là de concevoir qu'on avait effectivement eu une accumulation de fossiles au cours des époques. Donc, je ne vais pas faire l'histoire complète de l'évolution des idées. Mentionner que déjà au Moyen Âge, des gens comme Albert le Grand n'avaient pas manqué de remarquer la présence de fossiles dans les pierres de construction, en particulier dans les grandes cathédrales, une activité de carrière extrêmement importante. Donc, la question était déjà de revenu un peu d'actualité. Et puis à la Renaissance, ben, quelqu'un comme Léonard de Vinci, par exemple, comprend très bien la façon dont ces organismes se pétrifient. Mais le problème de Léonard de Vinci, c'est qu'il a noté ça dans ses carnets qui n'ont pas été publiés. Donc les idées de Léonard sont restées enfouies dans ses carnets. Alors, un des grands auteurs de la période, qui est Bernard Palissy, dont on a parlé déjà ici à diverses reprises, lui avait aussi bien compris ce qui s'était passé et décrit donc: si tu avais bien considéré le grand nombre de coquilles pétrifiées qui se trouvent dans la terre, tu connaîtrais que la terre ne produit guère moins de poissons portant coquilles que la mer, comprenant les sels, les rivières, fontaines et ruisseaux. L'on voit aux étangs et aux ruisseaux plusieurs espèces de moules et autres poissons portant coquilles, que quand les dites coquilles sont jetées à terre, si on essaie il y a quelques semences satiatives, elles se viendront à pétrifier. Par quoi je maintiens que les poissons armés, lesquels sont pétrifiés en plusieurs carrières, ont été engendrés sur le même, pendant que les rochers nettoient que d'eau d'Avaz, lesquels, depuis, ont été pétrifiés avec les dix poissons. Alors, d'autres, en Italie aussi, évidemment, Gaston nous en parlera sans doute cet après-midi, des gens comme Andreas et Alpino, qui étudient de près les coquilles. Fabio Colonna aussi s'en penche sur l'origine organique des glossopètres. Mais en même temps, c'est avec la Renaissance un renouveau non seulement de l'aristotélisme et surtout du néoplatonisme. Et on revient à des influences astrales, à des forces un peu mystérieuses. Et par exemple, Gabriele Faloppo, célèbre anatomiste connu pour les trompes de Fallope, pensait que les pierres figurées étaient le produit d'exhalations fumeuses. Bartolomeo Ambrosini avait des idées un peu analogues. Michele Mercati également invoque des influences célestes. Et quant à Kircher, le célèbre, le célèbre jésuite, et dans son Mundus Subterraneus, il invoque des opinions contradictoires en supposant l'action d'un souple lapidifiant, mais admettant que des poissons puissent se pétrifier au contact d'aliments. Donc la situation, la discussion part un peu dans tous les sens sans que des idées s'imposent. Alors c'est là que le Sénon intervient. Donc le Sénon, d'abord, une vie édifiante. Il est né luthérien. Son père était orfèvre à Danemark. Et il est mort évêque catholique et en ayant toujours gardé une piété très stricte, très forte, liée à son éducation luthérienne. Très curieux, très observateur, il est très tôt intéressé par les activités scientifiques et il décide de se consacrer à l'anatomie. Donc, il est témoin d'un sens d'observation remarquable, une habileté à sens clinique extrême, et très tôt, il se fait remarquer par ses descriptions. Et en particulier, il y a le canal de Sténon, qui est connu de tous les médecins, qui est un canal des glandes salivaires. Donc, il a poursuivi sa formation aux Pays-Bas d'abord et en France, ce qui lui permet de nouer des relations avec les plus grands esprits de son temps, dont Spinoza, dont on va en parler. Et puis, comme il faut bien trouver un protecteur, il est embauché par le grand-duc de Toscane pour devenir son anatomiste. Et c'est là, à cette occasion, qu'on lui demande de faire la dissection du grand squale. Donc, et c'est là où on peut dire, on voit la marque du génie, c'est qu'une question d'apparence anecdotique conduit Sténon peu à peu à se poser des questions de plus en plus fondamentales. Et donc d'abord, cette similitude entre les dents du squale et les glossopètres le conduit à se poser la première question: comment ces dents du squale se sont pétrifiées? Et alors, à l'époque où on était encore imprégné des grandes théories de la Terre, où, à commencer par Descartes, on faisait l'histoire de l'univers sans quitter son cabinet de travail, Sténon, lui, part sur le terrain. Il veut aller voir les choses telles qu'elles sont et il tire profit de son sens d'observation pour observer comment les différents restes des fossiles qu'on voit sur le terrain démontrent clairement
les étapes de la fossilisation, enfin de la pétrification. Donc, il découvre donc, la relation parfois subtile entre les roches et les fossiles. C'est l'histoire du contenu du prodrome, du titre. Et donc, il démontre sans ambiguïté que ces pierres figurées sont bien les restes d'anciens animaux qui ont été pétrifiés. Donc, la question, c'est là où Sténon va un pas plus loin. Il a compris comment les fossiles se pétrifient, mais maintenant, évidemment, la question se pose, mais comment les roches elles-mêmes se forment-elles? C'est là qu'il introduit cette notion de strates et de sédiments, et il comprend que les strates, c'est le produit du dépôt de boue au fond d'étendues d'eau, que ce soit la mer ou des lacs, et qui se solidifie, qui se compacte au cours du temps, et et qui se dépose horizontalement. Or, en particulier en Toscane, on voit bien que les strates sont loin d'être toujours horizontales. Donc, si les strates ne sont plus horizontales, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et cette chose, c'est la tectonique. Donc, en même temps, il démontre que l'ancienneté des strates, évidemment, est facile à déterminer, puisque ce qui est au-dessus est nécessairement plus récent que ce qui est en dessous. Et si les strates sont inclinées ou brisées par endroits, c'est que il y a eu des mouvements tectoniques qui ont perturbé leur arrangement. Donc c'est là comme ça que les principes d'horizontalité, de superposition, de continuité, ces véritables principes sont établis donc non seulement pour la stratigraphie, mais également pour la tectonique. En même temps que Sténon réfléchit à ces problèmes, ces questions religieuses ne sont pas reléguées à l'arrière-plan et Sténon décide de passer au catholicisme. Donc il abandonne le luthérianisme. Donc, il poursuit ses recherches. Alors, à ce sujet, il faut quand même noter que s'il avait été l'anatomiste du roi des Pays-Bas, il aurait beaucoup plus de mal, évidemment, à faire ce travail. Il a bénéficié du fait que la Toscane était un milieu plus favorable que que l'Estonie ou les Pays-Bas pour faire ses observations. Mais encore fallait-il avoir l'idée de le faire. Donc, il court la campagne et la montagne, il multiplie les observations, et il accumule des constatations pour le grand traité qu'il a prévu d'écrire. Mais alors, il se trouve qu'il ne l'écrira jamais. Il ne publie que le prodrome, parce qu'il entre dans les ordres. Poussé par sa foi, il pense qu'effectivement les affaires religieuses sont plus importantes que la science. Il abandonne toute activité scientifique. Il est nommé évêque chargé des populations catholiques d'Allemagne du Nord. Et il mène à ce moment-là une vie d'ascèse qui le mène au tombeau en moins d'une décennie. Donc la carrière est terminée. Il a été béatifié finalement en 1988. Il est devenu le saint patron des géologues et sa canonisation est encore en cours d'examen. Gaston nous en dira peut-être un mot. Alors, son prodrome a été, contrairement à ce qui a été raconté, son prodrome n'est pas du tout passé inaperçu. Bon, déjà, le fait d'être anatomiste du duc de Toscane lui donnait une certaine visibilité. Il a, comme Sténon était en relation avec les plus grands esprits de son temps, eh bien, c'est pas surprenant que son prodrome ait tout de suite été traduit par le secrétaire de la Royal Society, Henri Oldenburg, 2 ans après sa publication, donc ça avait été extrêmement rapide. Et d'autre part, il avait aussi trouvé un milieu favorable du fait que d'autres naturalistes avaient mis des idées analogues dans l'intervalle, en particulier le peintre Agostino Silla en Italie, dans un ouvrage qui a été publié en même temps en 1770. Alors en Angleterre, ces idées de Sténon s'accordaient aussi très bien avec celles que le physicien Robert Hooke publia peu après dans ses cours et discours sur les tremblements de terre et les éruptions souterraines. Et Hooke décrit les fossiles en tant que médaille de la nature. Alors Hooke avait eu une formation de peintre, donc c'était un excellent dessinateur. Voilà les ammonites qu'il a lui-même représentés dans son traité, en disant que ces coquilles et autres corps sont les plus grands et les plus endurants monuments de l'Antiquité, qui, selon toute probabilité, antidateront de loin les plus anciens monuments du monde, même les pyramides, obélisques, momies, hiéroglyphes et monnaies, et nous apprendront plus sur l'histoire naturelle
que tous ces autres ne le feront ensemble pour l'histoire civile. Donc ici, on a déjà l'idée que à l'époque où on portait un grand intérêt aux médailles humaines pour reconstituer l'histoire humaine, bien, les fossiles étaient des médailles que la nature nous laissait et qui nous permettraient de reconstituer l'histoire de la Terre. Alors les idées nouvelles, évidemment, comme toujours, n'ont pas été acceptées unanimement ou rapidement. Bon, Martin Lister en Angleterre, Edward Lead aussi, Tournefort chez nous. Et dans sa description du labyrinthe de Candy, avec quelques observations sur l'accroissement et sur la génération des pierres, en 1708, donc Tournefort, hein, qui est honoré par une rue tout près d'ici, écrit: qu'est-ce qui peut douter que l'auteur de la nature, qui a renfermé dans le germe d'un œuf d'un quart de ligne de volume le poisson de narval, qu'on appelle licorne de mer, et qui a plus de 20 pieds de long, n'ait pu renfermer un banc de pierre dans un germe de la grosseur d'un grain de sable? Rien ne manifeste plus la grandeur du Seigneur que cette simplicité et cette uniformité qui se trouve dans les productions de tous les corps. Donc là, c'est l'idée encore de ces jeux de la nature, savoir qu'on a des germes disséminés dans le sous-sol, et ces germes croissent pour imiter les organismes vivants. Alors, le cas le plus amusant sur lequel je vais m'étendre un peu, c'est celui de M. Johann Behringer, hein, docteur en philosophie et en médecine, professeur titulaire et doyen de la faculté de médecine de l'Université de Würzburg, conseiller médecin-chef du prince-évêque de Würzburg, médecin-chef de l'hôpital Julien de la Ville, et surtout, ici en l'occurrence, collectionneur et possesseur d'un très beau cabinet de curiosité. Alors, M. Behringer publie un magnifique ouvrage à ses frais sur les étranges fossiles qu'il a lui-même trouvés. Voici ici quelques exemples. Vous voyez, on voit des bêtes un peu particulières. Et maintenant, tel qu'il les représente dans voilà, la diversité des vers et autres choses qu'il a pu voir, qu'il a pu trouver dans un vent de Würzburg. Vous voyez encore là, ça évoque un peu des crustacés ou autre chose. Il y a aussi une chose étonnante, il y a même les images de la Lune et des étoiles qui ont été fossilisées. Donc on est encore dans l'atmosphère des influences célestes. Et puis, chose encore plus étonnante, même des inscriptions en caractères hébraïques ont été fossilisées. Évidemment, Behringer, qui était tout sauf idiot, se pose la question, comment ces différentes choses ont-elles pu être pétrifiées? Donc il envisage des tas d'hypothèses. Donc il écrit: ils sont exposés successivement diverses opinions fameuses des auteurs faisant autorité au sujet d'origine et la genèse des pierres figurées. Les pierres figurées de Würzburg ne sont pas des reliques et des vestiges du paganisme et ne peuvent donc pas être attribuées à l'art superstitieux des païens allemands. Le mélange d'essences, de testacés et d'animaux marins avec le vapeur qui s'élève de l'océan pour être ensuite dispersé sur la terre et par les pluies n'est pas l'origine de nos pierres de Würzburg. Là, on retrouve les idées néoplatoniciennes. Nos pierres idiomorphes ont-elles été façonnées par la main de l'artiste d'autrefois, puis transférées par un hasard incertain sur cette montagne désormais célèbre, ou ont-elles été figurées par des causes naturelles, comme d'autres fossiles pétrifiés? Tel est le problème. Et nos pierres idiomorphes ne sont pas produits de la main d'un artiste récent et frauduleux, comme certains l'ont prétendu, sans vergogne, ont tenté de faire croire au public par le biais de rumeurs et de caméras généralisées. Donc il s'est quand même posé des questions sur l'authenticité de ces trouvailles. Et alors il conclut: des raisons tout aussi graves sont avancées pour attribuer l'origine de nos pierres figurées non pas à l'art, mais à des causes naturelles. Alors ce que ne savait pas Behringer quand il a publié son ouvrage, c'est qu'il avait été victime d'un complot de la part de deux collègues qui étaient jaloux, de ces trouvailles. Monsieur Ignaz Rodrigues, professeur de géographie, algèbre et analyse, et l'honorable Georg von Eckhardt, conseiller privé et bibliothécaire de la Cour Université. Donc, Behringer était très heureux de publier ces ouvrages. Donc, il a publié en 1726 ses lithographies Wircenburgis à Francfort. Évidemment, ses amis ont tout de suite dévoilé la supercherie. Behringer a dû se précipiter pour racheter les exemplaires qui s'étaient déjà ruinés à imprimer et à les détruire. Quelques-uns ont échappé à la destruction, ce qui permet de le connaître. Donc, c'était la triste histoire de M. Behringer. Mais d'une certaine façon, ça a marqué la fin de la théorie des pierres figurées. Donc, après ça, je peux aller très vite. Deuxième moitié du XVIIIe siècle, on se rend compte que les fossiles diffèrent d'autant plus des espèces actuelles qui se trouvent dans des terrains plus anciens. Bon, au début du XIXe siècle, alors là, autre argument très important, on démontre que des espèces
ont été éteintes, c'était en particulier facile. Enfin, Cuvier a joué un grand rôle dans cette affaire, parce que on pouvait toujours imaginer que des animaux marins, des choses comme ça, vivent dans les profondeurs de l'océan et que du coup, ils nous échappent, alors que les grands mammifères qu'on commençait à étudier ne pouvaient pas. On aurait pu à une époque imaginer qu'ils vivaient dans des contrées très lointaines, mais au XIXe siècle, la Terre a été grosso modo quasiment entièrement explorée et on ne retrouve pas trace des animaux. Donc on est quand même obligé de conclure bah, que les mastodons et compagnie étaient effectivement des espèces éteintes. Donc cette existence d'espèces éteintes, bah, c'est le début de la chronologie relative sédimentaire. On est capable de déterminer à quelle époque tels fossiles ont vécu et ça permet d'ordonner, de dater relativement les fossiles. Puis avec William Smith en Angleterre, Cuvier et Brongniart chez nous, c'est le début de la place capitale que les fossiles prennent dans le déchiffrement de l'histoire de la Terre. Voilà, merci, je vais arrêter là et j'espère que ça va donner une petite idée de l'importance que Sténon a joué pour nos disciplines. Merci.